Lors du mariage de mon fils, la mariée m'a publiquement relégué sur une chaise pliante, à l'extérieur, juste à côté des bennes à ordures, sous une pluie glaciale. Elle a souri, et m'a qualifié de risque d'incendie. Sans un bruit, j'ai repris le cadeau de mariage exceptionnel que j'avais préparé, puis je suis parti. Quelques minutes plus tard, sa cupidité a éclaté au grand jour, et mon fils a couru pour me rattraper. Les yeux de Madison sont passés de l'enveloppe à mon visage, puis sont revenus. Sur l'enveloppe, comme si elle recalculait un problème de mathématiques, un problème devenu soudainement beaucoup plus intéressant. La maison du lac. A-t-elle répété, en savourant chaque mot, comme s'ils avaient un goût délicieux. La maison du lac de ton père. À Cedar Hollow. De mon mari, ai-je corrigé. Le père de Connor a construit ce ponton de ses propres mains, l'été précédant sa mort. Connor a appris à y nager. J'allais vous la céder ce soir, pendant le toast. Comme un cadeau pour vous deux, afin de commencer votre vie ensemble. La pluie coulait à l'arrière de mon col. Connor se tenait entre nous, ses chaussures de location complètement ruinées, et fixait l'enveloppe, comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « Maman, a-t-il dit doucement. Tu allais nous donner la maison du lac? Oui, c'était mon intention. Et maintenant? J'ai regardé Madison. Je l'ai vraiment regardé. Au-delà de la dentelle, au-delà du mascara qui commençait à couler, en fines lignes grises, le long de ses joues. Au-delà du jeu d'actrice, celui d'une femme qui venait d'être prise sur le fait. Maintenant, je la ramène à la maison, ai-je dit, avec ce qu'il me reste de dignité. La mère de Madison, Carol, est arrivée en trottinant à demi, ses talons s'enfonçant dans le gravier, tout comme les miens l'avaient fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Madison, tu vas attraper une pneumonie. Elle vole notre cadeau de mariage, maman, a cinglé Madison. Et c'était à nouveau là. Ce frémissement, non pas d'embarras, mais de calcul. Je me suis retourné, puis j'ai marché vers ma voiture, et personne ne m'a arrêté cette fois-ci. Derrière moi, j'ai entendu les portes de la salle de réception s'ouvrir à nouveau, le battement étouffé des basses, des éclats de rire, le toast de quelqu'un qui commençait dans les haut-parleurs, tout cela englouti, à la seconde même où les portes se sont refermées. Connor n'a pas suivi. J'ai compris pourquoi, même si cela m'a brisé le cœur, profondément. Il avait 200 invités à l'intérieur. Une mariée à gérer, et une nuit qui était censée être la plus belle de sa vie. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle il gâchait le reste de sa soirée. Je suis resté assise derrière le volant, pendant 11 minutes, avant que mes mains ne s'arrêtent de trembler, enfin assez pour conduire. L'horloge du tableau de bord affichait 21h52, quand je suis finalement sorti du parking. Ma robe était ruinée, la soie bleu marine était devenue sombre et lourde, gorgée d'eau de pluie collant à mes bras. Mes belles chaussures à talons étaient couvertes de boue, à cause du sentier de gravier. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec le chauffage à fond, mes dents claquant malgré tout, en rejouant. Dans ma tête le son de ce verre de champagne trinquant contre le vide, ce petit toast privé que Madison avait porté dans mon dos, à travers la vitre. Je n'ai pas pleuré avant d'avoir franchi le seuil de ma propre porte. Puis, je me suis assise sur la dernière marche de l'escalier, dans ma robe ruinée, et j'ai pleuré, comme je ne l'avais plus fait depuis les funérailles de Cyril. Sans bruit, mais régulièrement. Le genre de pleurs qui vous vide de l'intérieur, et vous laisse, étrangement, apaisé de l'autre côté. Quand cela est passé, j'ai suspendu l'enveloppe au crochet près de mes clés, là où je pouvais la voir à chaque fois que je sortais, et je me suis dit que je déciderais de ce qu'il fallait en faire, dès que j'aurais les idées claires. Je veux être honnête sur un point, car cette histoire n'a de sens que si vous comprenez qui j'étais avant cette nuit-là. Je ne suis pas une femme portée sur le drame. J'ai passé 26 ans comme infirmière-chef aux urgences de Riverside Memorial, ce qui signifie que j'ai tenu les mains d'inconnus mourants.
et annoncer de mauvaises nouvelles à des familles à 3 heures du matin, sans jamais que ma voix ne tremble. Je ne pars pas en claquant la porte. Je ne fais pas de scène. Je n'avais pas haussé le ton sur un autre être humain. Depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Cyril est mort quand Connor était 9 ans. Une crise cardiaque. Soudaine. Sans aucun avertissement. Un mardi d'octobre, alors qu'il ratelait des feuilles dans le jardin de devant. J'avais 36 ans. J'avais un enfant de 9 ans, une hypothèque sur la maison où nous vivions, et une deuxième hypothèque sur la propriété du lac que le père de Cyril lui avait laissé. 14 arpents sur le lac Winnetka, avec un chalet de 2 chambres. Qui avait besoin d'un nouveau toit, et un ponton qu'il fallait remplacer tous. Les 3 ans, car la glace ne cessait de fendre les pilotis. Tout le monde m'a dit de vendre. Ma sœur me l'a dit directement lors des funérailles, ce que je ne lui ai d'ailleurs jamais complètement pardonné. Tu ne peux pas garder 2 propriétés avec un salaire d'infirmière, Eleanor. Elle n'avait pas tort sur les chiffres. Mais elle avait tort sur tout le reste. J'ai accepté toutes les heures supplémentaires que Riverside pouvait m'offrir. J'ai travaillé le matin de Noël, pour que les parents de jeunes enfants puissent rester chez eux. J'ai renoncé aux vacances pendant 11 années consécutives. Et chaque été, j'emmenais moi-même Connor à Cedar Hollow, je lui apprenais à pêcher depuis ce même ponton que son père avait construit, et je le regardais grandir, passant d'un enfant endeuillé de 9 ans à un jeune homme qui comprenait, sans que j'aie jamais besoin de le dire à voix haute, que la maison du lac n'était pas un simple bien immobilier, mais le dernier endroit où les mains de son père avaient touché quelque chose pour le rendre meilleur. J'ai remboursé les 2 hypothèques l'année où Connor a eu 24 ans. J'avais planifié le transfert depuis 3 ans, en attendant le bon moment, le moment qui aurait une vraie signification. Son mariage semblait être l'occasion idéale. J'avais fait rédiger l'acte par un avocat spécialisé en succession, 6 mois à l'avance, je l'avais fait notarier, et je l'avais emballé dans un papier crème, car je voulais que cela ressemble à un cadeau, et non à une transaction. Je ne m'attendais pas à me retrouver assise dehors, à côté de 2 bennes à ordures sous une mousson, pendant que la nouvelle femme de mon fils me traitait de risque d'incendie. Je ne m'attendais pas non plus à ce que le pire moment de la soirée ne soit pas cette chaise pliante. Ce fut ce que j'ai vu sur le visage de Madison, lorsqu'elle a réalisé ce que contenait cette enveloppe. Connor m'a appelé le lendemain matin à 7h40. Je connais l'heure exacte, car j'étais resté éveillé depuis 5 heures, à ressasser toute la soirée, essayant de déterminer si je réagissais de manière excessive. « Maman, je suis tellement désolé, » a-t-il dit. Et il le pensait sincèrement. Je pouvais l'entendre dans sa voix. J'ai parlé à Madison. Elle dit que c'était un malentendu avec la salle. Concernant les règles de sécurité incendie, qu'elle a paniqué, et qu'elle sait que c'était horrible. Est-ce qu'elle s'est excusée directement auprès de moi? Un silence. Elle veut le faire. Elle est embarrassée. Est-ce qu'on peut venir dîner dimanche? Pour repartir sur de nouvelles bases? Je me suis dit que ce n'était rien. C'est le propre du déni. On n'a pas l'impression de se mentir à soi-même. On a l'impression d'être raisonnable. Je me suis dit que Madison avait 27 ans, qu'elle était stressée, élevée par une mère visiblement étouffante et envahissante, et que peut-être, dans d'autres circonstances, elle aurait été plus gentille. Je me suis dit que Connor l'aimait, et qu'aimer mon fils signifiait laisser à sa femme le droit à l'erreur. J'ai accepté le dîner du dimanche, et ils sont arrivés à 18h. Madison a apporté une bouteille de vin, et un bouquet d'œillets de supermarché. Elle m'a serré dans ses bras, sur le pas de la porte, un instant de trop, le genre d'étreinte qui est en fait une mise en scène pour quiconque regarderait. Sauf que personne ne regardait, à part moi. Je me sens tellement affreuse. A-t-elle dit. Ses yeux étaient humides. J'ai paniqué à cause des consignes de sécurité, et j'ai dit une chose si stupide. Pourras-tu jamais me pardonner? J'ai répondu.
Que bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'une mère peut dire d'autre, avec son fils? Debout à 1 mètre de là, l'espoir lisible sur tout son visage? Le dîner s'est bien passé. Mieux que bien, même. Madison a posé des questions sur mon travail. Harry des vieilles histoires de Connor, et a complimenté mon rôti de bœuf à 2 reprises. Au moment du dessert, je m'étais presque convaincu que le mariage avait été une anomalie, une faiblesse passagère chez une personne par ailleurs correcte. Puis, au moment du café, elle a abordé le sujet de la maison du lac. Alors, Connor a mentionné l'acte de propriété, a-t-elle dit, tout en versant de la crème dans sa tasse, sans vraiment me regarder. Nous pensions, et c'est juste une idée, qu'il serait peut-être logique de mettre nos 2 noms dessus, pour des raisons fiscales, puisque nous sommes mariés maintenant. Mon estomac s'est serré, un sentiment de froid m'envahissant. L'acte est toujours en cours de traitement chez mon avocat, ai-je dit. C'est une procédure. Oh, tout à fait. Rien ne presse, a répondu Madison en souriant. C'est juste une piste de réflexion. Je me suis dit que ce n'était rien. Les jeunes mariés posent des questions sur les finances. C'est normal. Les couples mariés mettent leurs biens en commun. Je suis rentré chez moi ce soir-là, en y croyant presque. 3 semaines plus tard, j'ai emprunté la voiture de Connor pour aller au magasin de bricolage. Pendant que la mienne était au garage. Un papier plié a glissé dessous le siège passager, lorsque j'ai freiné brusquement à un feu rouge. C'était un formulaire vierge d'acte de renonciation, quitté Clindide, de l'Illinois. Téléchargé, puis imprimé. Le genre de document que l'on remplit soi-même pour transférer la propriété d'un bien, sans recherche de titre ni garantie. Quelqu'un avait déjà commencé à inscrire, au crayon à papier, l'adresse de la propriété. 14 Birchwood Lane, les Quinnetka. Mon adresse. L'adresse de Cyril. Je suis resté assis sur ce parking pendant un long moment, le moteur allumé, le formulaire sur les genoux, en me disant qu'il y avait sûrement une explication. Peut-être que Connor faisait des recherches, par simple curiosité, sur le fonctionnement des transferts de propriété. Peut-être que ce n'était rien. Je l'ai appelé ce soir-là, en veillant à garder une voix légère. Dis-moi, j'ai trouvé un formulaire de renonciation vierge. Dans ta voiture. Tout va bien? Il y a eu un silence, juste une demi-seconde. Trop longue. Oh, oui, Madison a imprimé ça. Elle regardait comment fonctionnent les transferts de propriété, simplement pour mieux comprendre le processus. Tu sais comment elle aime être informée. Informée sur une maison qui ne lui appartient pas encore. Maman, a-t-il ajouté sur un ton d'avertissement, ne rend pas les choses bizarres. J'ai laissé tomber. Je me suis répété, encore une fois, que ce n'était rien. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Aux alentours de 2 heures du matin, je me suis levé, j'ai préparé du thé que je n'ai pas bu, et j'ai fini par m'avouer que je ne croyais plus à mes propres excuses. Le lendemain matin, j'ai appelé Denise Whitfield. Denise avait géré la succession de Cyril, 20 ans plus tôt, à l'époque où elle n'était qu'associée débutante dans un cabinet du centre-ville. Elle était désormais associée principale, forte de 22 ans d'expérience en droit des successions et de l'immobilier, avec ses lunettes de lecture perpétuellement perchées dans ses cheveux gris, et une façon de vous écouter qui vous donnait l'impression d'être son unique cliente de la semaine. Je me suis assise en face de son bureau en acajou, et je lui ai tout raconté. Le mariage, les bennes à ordures, le dîner, le formulaire de renonciation vierge. Elle n'a pas dit grand-chose pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a sorti un dossier de son classeur, mon dossier. Celui contenant le transfert de propriété que j'avais entamé 6 mois plus tôt, et elle l'a posé entre nous. Les bonnes nouvelles d'abord, a-t-elle dit. Le transfert au nom de Connor n'a pas été finalisé.
Il est toujours dans mon bureau, non enregistré. Rien n'a encore été modifié sur le titre de propriété. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que ce formulaire vierge m'inquiète. Quelqu'un s'apprêtait à transférer la propriété de ce bien, et s'apprêtait à le faire. Lui-même, en dehors de mon cabinet, sans recherche de titre ni avocat. Elle a enlevé ses lunettes. Éléanore, je veux être direct avec toi. D'après mon expérience, quand un nouveau conjoint commence à poser des questions sur la copropriété quelques semaines seulement après le mariage, et que quelqu'un dans ce foyer commence à remplir discrètement des papiers de transfert de son côté, ce n'est pas de la curiosité. C'est un plan. Tu penses que Madison essaie de s'approprier la maison. Je pense, a dit Denise avec prudence, que tu devrais découvrir exactement qui elle est, avant de signer quoi que ce soit. Je peux bloquer le transfert indéfiniment, mais je te conseille aussi de parler à quelqu'un qui fait des enquêtes de moralité, simplement pour être rigoureuse. C'est ainsi que je me suis retrouvé, 4 jours plus tard, dans le bureau d'une enquêtrice privée nommée Angela Shaw. Angela Shaw dirigeait un petit cabinet dans un centre commercial, au-dessus d'un pressing. Agréée par l'État, avec 17 ans de métier, elle passait la majeure partie de son temps à faire exactement ce type de travail, des enquêtes approfondies sur des personnes mariées à des gens fortunés, ou sur le point de l'être. Donnez-moi 2 semaines, a-t-elle dit, après que je lui ai expliqué la situation. Je vais examiner les registres publics, les dossiers judiciaires, les mariages antérieurs, les décisions financières, la totale. S'il n'y a rien, vous aurez l'esprit tranquille pour $400. S'il y a quelque chose, vous serez ravi de les avoir dépensés. En rentrant chez moi ce jour-là, je me disais que j'étais paranoïaque, que j'allais dépenser $400 pour prouver que la femme de mon fils était exactement celle qu'elle prétendait être. Je pensais que je me sentirais idiote, et que je m'excuserais auprès de Madison dans ma tête, pour cette suspicion que je n'exprimerai jamais à voix haute. Angela m'a appelé 11 jours plus tard, pas 2 semaines. Cela seul aurait dû m'alerter. Pouvez-vous passer au bureau, m'a-t-elle demandé. Ce n'est pas une conversation à avoir. Par téléphone. Son bureau sentait le café brûlé, et le toner. Elle avait un dossier Kraft ouvert sur le bureau entre nous, un dossier si épais que j'ai senti mon cœur se serrer, rien qu'en le regardant. Madison Pierce n'est pas son premier nom d'épouse, a dit Angela. Elle s'est appelée Madison Sala de 22 à 23 ans, mariée à un homme prénommé Derek Sala dans l'Ohio. Ce mariage a duré 14 mois. Durant cette période, la grand-mère de Derek est décédée, lui laissant un bien locatif à Columbus. Les registres du tribunal montrent que Madison a demandé le divorce 4 mois après que la propriété a été enregistrée en copropriété. Elle en a obtenu la moitié lors du règlement. Derek a vendu sa part pour la racheter, plutôt que de devoir gérer un titre de propriété partagé avec son ex-femme. Je suis resté immobile. 2 ans plus tard, a continué Angela, elle s'est remariée. Brian Kessler, à Indianapolis. Celui-là a duré 16 mois. Même schéma. Le père est décédé, lui a laissé un appartement entièrement payé, et environ 5 mois après le règlement de la succession, Madison a demandé le divorce. Elle est partie avec un dédommagement en espèces, plutôt que l'appartement 7 fois-ci. L'avocat de Brian s'est défendu plus fermement. Vous êtes en train de me dire qu'elle a déjà fait ça? Je vous dis qu'il y a un modèle récurrent, a expliqué Angela. Se marier. Attendre un héritage ou un événement patrimonial majeur, insister pour obtenir la copropriété, puis en extirper la valeur, soit par le bien lui-même, soit par un accord financier, dans un délai d'1 an à 18 mois. J'ai appelé Derek Sala. Il a accepté de vous parler si vous le souhaitez. Mes mains se sont remises à trembler, tout comme sur ce parking derrière la salle de mariage.
Je me souviens du visage de Madison sous la pluie, ce n'était pas de l'embarras, c'était de la convoitise. Je veux lui parler. Ai-je dit. Derek Sala avait maintenant 41 ans. Il s'était remarié. Et vivait dans la banlieue de Cincinnati. Il a répondu dès la deuxième sonnerie. Comme s'il attendait cet appel depuis 8 ans. Elle est douée, m'a-t-il confié d'une voix neutre, typique de quelqu'un qui a accepté depuis longtemps d'avoir été floué. Elle est vraiment très douée. Elle vous fait croire que votre relation est la chose la plus importante au monde, juste jusqu'à ce que les papiers de propriété soient validés. Ensuite, quelque chose change. On ne saurait même pas dire quoi exactement. Elle devient simplement plus froide. Distante. Elle commence à chercher des prétextes pour se disputer. Le temps de réaliser ce qui se passe, elle a déjà un avocat, et vous êtes en train de négocier. A-t-elle déjà essayé de falsifier un document? De signer quoi que ce soit sans vous? Un silence. Assez long. Pour que je croie que la communication avait coupé. Elle a essayé de s'ajouter à l'acte de propriété locative de ma grand-mère, en utilisant un formulaire de renonciation qu'elle avait fait certifier par un ami. Notaire. Je m'en suis rendu compte parce que le numéro de licence du notaire s'est révélé invalide, lorsque mon avocat l'a vérifié. Un pur coup de chance. Honnêtement. Il faisait juste preuve de rigueur pour une autre transaction sans rapport, et le numéro ne correspondait pas au registre de l'État. Elle a prétendu que c'était un malentendu. Elle a dit que son ami avait dû utiliser un ancien numéro d'enregistrement par erreur. Je l'ai cru, parce que j'étais un idiot amoureux, et parce que l'alternative était trop horrible à accepter. Un autre silence. Vous voulez savoir ce qui me pèse encore le plus? Elle a pleuré. De vraies larmes. J'étais anéanti. Je me suis même excusé de l'avoir soupçonné. Combien de temps s'est-il écoulé avant que vous ne sachiez avec certitude? 4 mois plus tard. Elle a demandé le divorce. Elle a récupéré la moitié de la propriété lors du règlement, plutôt que de retenter une falsification. Mon avocat m'a dit plus tard qu'il pensait que cette histoire de notaire invalide n'était pas du tout une erreur. Selon lui, c'était une première tentative qui avait échoué. Même destination. J'ai senti un froid glacial envahir mon estomac en l'écoutant. Et Brian? Le second mari? Parlez-lui vous-même, il vous racontera exactement la même histoire, avec d'autres détails. La voix de Derek s'est durcie. Écoute, Eleanor, le fait que tu l'aies découvert si tôt, avec des preuves concrètes avant même que quoi que ce soit ne soit enregistré, c'est bien plus que ce que nous avons réussi à faire, lui et moi. Verrouille tout avec ton avocate. N'attends pas, et ne laisse personne te convaincre de lui accorder le bénéfice du doute une fois de plus. C'est comme ça qu'elle piège les gens. Le bénéfice du doute, c'est tout son modèle économique. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché, et je suis resté assise dans ma cuisine, pendant un long moment, dans le noir, pensant à mon fils qui dormait à 40 minutes de là, à côté d'une femme qui avait, pour autant que je puisse en juger, épousé 3 hommes de suite. Et traité les héritages familiaux comme de simples factures à encaisser. J'ai appelé Connor le lendemain, et je lui ai demandé de passer me voir, seul. Il est arrivé l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux qui n'étaient pas là lors du mariage. Tout va bien, ai-je demandé, car je l'avais remarqué avant même de dire quoi que ce soit d'autre. Madison est stressée, a-t-il dit, en s'asseyant à la table de ma cuisine. Fuyant un peu mon regard. Elle veut encore parler de la maison. Elle trouve bizarre que cela prenne autant de temps. Elle a dit que, peut-être, tu n'avais pas vraiment envie de nous la donner. Connor, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment, sans prendre sa défense avant que j'ai fini. Je lui ai raconté tout ce qu'Angela avait découvert. Derek, Brian, la fausse licence de notaire, ce schéma répétitif de mariage, d'héritage,
de captation des biens, de divorce, et de recommencement. Il ne m'a pas interrompu. Il est resté assis, les mains à plat sur la table de ma cuisine, et au moment où j'ai terminé mon récit, sa mâchoire s'est crispée, d'une manière qui m'a douloureusement rappelé son père. Il doit y avoir une explication, a-t-il dit, mais d'une voix faible, comme s'il essayait cette phrase et se rendait compte qu'elle ne convenait pas. C'est possible, ai-je répondu. Je ne te demande pas de la quitter. Je te demande d'être prudent. Je te demande de ne rien signer, sans que Denise ne l'ait examiné d'abord. Il est parti 1 heure plus tard, bien plus silencieux qu'à son arrivée. Je ne le savais pas encore, mais cette conversation venait de déclencher un compte à rebours, et Madison allait l'entendre tourner d'ici 2 jours. Voici ce que j'ai reconstitué par la suite, grâce à Connor, à Denise, et finalement, grâce à un inspecteur nommé Marcus Reyes. Connor est rentré chez lui. Ce soir-là et, contre tous les instincts que j'aurais souhaités pour lui, il a raconté à Madison ce que j'avais dit, sans pour autant l'accuser. Il m'a confié plus tard qu'il espérait qu'elle aurait une explication convaincante, et que le fait d'en parler ouvertement lui permettrait de clarifier la situation, pour enfin clore ce chapitre pénible. Au lieu de cela, d'après Connor, Madison est devenue très silencieuse, puis très chaleureuse. Elle a ensuite suggéré, l'air de rien pendant le dîner, qu'il devrait peut-être régler la situation de la maison du lac une fois pour toutes, ensemble, ce week-end, pour que ce malentendu cesse de peser sur eux. Elle a mentionné qu'elle connaissait quelqu'un capable de notarier rapidement un document. Selon elle, cela rassurerait tout le monde. Connor, que Dieu le bénisse, a failli accepter. Il m'a avoué plus tard que sa vieille habitude de lui faire confiance avait presque pris le dessus. Ce qu'il a arrêté, ce fut un conflit d'emploi du temps. Il avait une chirurgie dentaire prévue ce samedi-là, l'extraction de ses dents de sagesse sous sédation. Madison a alors suggéré qu'il fasse cela le vendredi soir, juste avant son intervention, pour qu'il n'ait pas à s'en soucier pendant sa convalescence. Ce détail précis, cette insistance à finaliser un transfert de propriété la veille d'une sédation qui l'empêcherait de réfléchir calmement le lendemain, fut ce qui provoqua enfin un déclic en lui. Il m'a appelé à 21h15, un jeudi soir. La voix tendue. Maman, je crois que tu avais raison. Je pense qu'elle veut me faire signer quelque chose avant mon opération de demain. Elle répète sans arrêt que ce sera plus simple comme ça. Ne signe rien, ai-je dit. Ne signe rien du tout, un point c'est tout. Avant que Denise ne l'ait vu. Je l'appelle immédiatement. Denise Whitfield a décroché dès la première sonnerie, ce qui m'a prouvé qu'elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. Si ton nom n'est pas sur le titre de propriété, et que le transfert à Connor n'a jamais été enregistré, Madison n'a légalement aucun droit pour transférer quoi que ce soit, a-t-elle expliqué. But si elle obtient la signature de Connor sur un acte de renonciation, même obtenu sous la contrainte, ce document peut créer de réels problèmes, entachés. Le titre de propriété, forcé à aller au tribunal, est tout retardé de plusieurs mois, même s'il finit par être rejeté. Je veux voir ce qu'elle a prévu de lui faire signer. Ce soir, si possible. Connor m'a envoyé par SMS une photo du document que Madison avait laissé sur le comptoir de la cuisine, déjà imprimé. Un espace pour le sceau du notaire était resté vide en bas de page. Il s'agissait d'un acte de renonciation transférant la propriété de Birchwood Lane à Connor Hastings et Madison Hastings, en tant que copropriétaire avec clause de réversion. Denise a rappelé en moins de 23 minutes. L'encadré du notaire mentionne un numéro d'enregistrement. Je l'ai vérifié. Il n'existe pas dans la base de données de l'État. La personne que Madison a trouvée pour notarier ce document soit n'est pas du tout un notaire agréé, soit le numéro a été inventé. Dans tous les cas, ce n'est pas un détail, Eleanor. On entre clairement dans le domaine de la falsification.
J'ai pensé à Derek Sala, et à la propriété locative de sa grand-mère. Le schéma ne s'était pas seulement répété. Il s'était intensifié. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Tu appelles Marcus Reyes, a répondu Denise. Il travaille à la brigade des délits financiers du comté de Lakeside. J'ai déjà orienté des clients vers lui par le passé. Si quelqu'un s'apprête à faire authentifier un document officiel avec de fausses références, ce n'est plus un simple différend familial. C'est un délit. En cours d'exécution. L'inspecteur Marcus Reyes avait 14 ans d'expérience dans la police, dont les 6 dernières années au sein de l'unité des délits financiers, et il possédait une voix si calme qu'elle a suffi à apaiser les battements frénétiques de mon cœur, rien qu'en l'écoutant. Je veux être tout à fait franc avec vous, a-t-il dit lorsque je l'ai rencontré au commissariat, le lendemain matin, avec Connor à mes côtés, encore un peu abruti par l'opération de la veille mais tenant absolument à être présent. Un formulaire de renonciation vierge et un faux numéro de notaire ne constituent pas automatiquement un délit. Les gens commettent des erreurs. Utilisent parfois les mauvais formulaires, ou engagent par accident le mauvais notaire. Ce qui change la donne ici, c'est la récurrence. 2 mariages précédents construits sur le même modèle, un calendrier accéléré. Juste avant une intervention médicale, cela ressemble beaucoup moins à une erreur qu'à une méthode bien rodée. Il nous a tout demandé, le rapport d'Angela, les notes de Denise, la photo du document, et le numéro de téléphone de Derek Sala. Il a expliqué qu'il aurait besoin d'un expert en analyse de documents, afin d'examiner l'acte de renonciation imprimé lui-même, et de déterminer si le sceau du notaire avait été fabriqué à l'aide d'un logiciel, ou physiquement contrefait à partir d'un véritable sceau. Cet expert s'est avéré être un homme nommé Harold Beatty, certifié par l'American Board of Forensic Documents Examinés, qui avait passé 19 ans à témoigner dans des affaires de fraude à travers 3 États différents. Il a rencontré Reyes 2 jours plus tard, et a confirmé ce que Denise soupçonnait. Le sceau du notaire sur le document n'était pas seulement non enregistré. Le graphisme lui-même avait été recréé numériquement, probablement copié à partir de l'image du sceau public d'un vrai notaire puis modifié, avant d'être imprimé directement sur la page, plutôt que d'être gaufré. Aucun notaire agréé n'avait touché à ce document. Il avait été fabriqué de toutes pièces pour paraître officiel aux yeux de quelqu'un qui ne penserait pas à vérifier. C'est du travail d'amateur, a déclaré Beatty à Reyes, d'après le rapport que j'ai lu des semaines plus tard. Cependant, la personne qui a fait cela savait exactement à quoi ressemble une véritable notarisation, ce qui me prouve que ce n'était pas la première fois qu'elle avait besoin de faire passer un faux document pour un vrai. Reyes a appelé directement Derek Sala dans l'Ohio. L'ancien avocat de Derek avait conservé le dossier d'il y a 8 ans. L'affaire de la fausse commission de notaire concernant la propriété de sa grand-mère n'avait jamais été pleinement instruite, car Derek avait choisi de régler l'affaire à l'amiable, plutôt que d'engager des poursuites. Reyes a également contacté Brian Kessler, à Indianapolis, qui a confirmé un détail d'une ressemblance frappante. Une signature précipitée, un document que Madison avait déjà préparé, et un notaire qu'aucun des 2 hommes n'avait jamais rencontré en personne. 3 incidents, m'a dit Reyes au téléphone. 11 jours après notre visite au commissariat. 2 États, un seul et même schéma, et maintenant une 3e tentative, ici. Même, dans le comté de Lakeside. J'ai suffisamment d'éléments pour la convoquer à un interrogatoire, pour tentative de falsification d'un document officiel enregistrable. Quant à savoir si cela se transformera en poursuite formelle, cela dépendra du procureur, mais je voulais que vous et votre fils l'appreniez de ma bouche avant que l'affaire ne s'ébruite. J'avais 24 heures avant que cet appel ne devienne une réalité concrète, avant qu'une salle d'interrogatoire ne s'ouvre, ouvrant par la même occasion une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée. Je me souviens m'être tenu dans ma cuisine, le téléphone à la main, en pensant. Ça y est, c'est la crise,
c'est le moment où tout s'effondre ou, au contraire, où tout s'éclaire enfin. Connor a quitté l'appartement qu'il partageait avec Madison le soir même, bien avant que l'équipe de Reyes ne vienne frapper à sa porte. Il n'a pas attendu la police. Il a préparé 2 sacs de sport, pendant qu'elle était chez sa sœur, a laissé un mot qui ne disait rien d'autre que le fait qu'il savait pour Derek, et a conduit jusqu'à chez moi à 23 heures. Il était à nouveau trempé, pas de pluie cette fois-ci, mais simplement à cause de l'air froid d'octobre, et de la sueur accumulée en descendant seul des cartons sur 2 étages. Il s'est assis à la table de ma cuisine, cette même table où je lui avais tout révélé 2 semaines auparavant, et il a pris sa tête entre ses mains. Je me sens comme un idiot, a-t-il dit. Tu n'es pas un idiot, lui ai-je répondu. Tu es un homme qui a fait confiance à quelqu'un qu'il aimait. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas répondu. J'ai préparé du thé coquin de Nunabut, tout comme la nuit où j'avais trouvé ce formulaire de renonciation dans sa voiture. Et nous sommes restés assis ensemble, presque jusqu'à 2 heures du matin, sans beaucoup parler, juste présents dans la même pièce, pendant que quelque chose s'apaisait en chacun de nous. Madison a été emmenée pour interrogatoire 3 jours plus tard. Selon Reyes, elle a d'abord tout nié en bloc. Elle a affirmé que le notaire était un ami d'amis, qu'elle ignorait que la licence était invalide, et que tout cela n'était qu'un malentendu, monté en épingle par une belle-mère qui ne l'avait jamais apprécié. Cependant, le rapport d'expertise de Betty sur le sceau contrefait, combiné aux déclarations de Derek et de Brian concernant des documents presque identiques des années plus tôt, a fourni au bureau du procureur du comté de Lakeside suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Elle a été inculpée de tentative de falsification d'un acte immobilier et de tentative de fraude, 2 crimes graves en vertu de la loi de l'État. L'histoire s'est ébruitée, comme cela arrive toujours dans ces cas-là. Quelqu'un au tribunal a reconnu son nom. Un journaliste local, qui couvrait les affaires judiciaires du comté, a publié 3 paragraphes sous un titre évoquant une jeune mariée accusée d'avoir falsifié des documents de propriété. En l'espace d'une semaine, les collègues de Madison, son club de lecture, et la moitié des invités du mariage savaient exactement ce qu'elle avait tenté de faire, à peine 6 semaines après son union. Sa mère, Carol, m'a appelé une fois, furieuse, affirmant que sa fille ne ferait jamais une telle chose, et insistant sur le fait que j'avais tout inventé par pure rancune, parce qu'on m'avait installé près de la cuisine. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle, puis j'ai dit la seule chose qu'il me restait à dire. Je me suis retrouvé assise à côté d'une poubelle sous la pluie, parce que ta fille m'a traité de risque d'incendie au mariage de mon fils, Carol. Ce n'est pas moi qui ai inventé le faux numéro de notaire. Ce n'est pas moi qui ai inventé Derek Sala ou Brian Kessler. Ta fille a fait tout cela toute seule, et par 3 fois. Elle m'a raccroché au nez. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Connor a demandé l'annulation du mariage, plutôt que le divorce. Denise l'a aidé à trouver des motifs juridiques valables, étant donné que la tentative de fraude avait eu lieu si tôt dans le mariage, et qu'elle impliquait une tromperie délibérée. L'annulation a été prononcée 4 mois plus tard, de manière rapide et discrète, loin du tumulte du mariage qui avait tout déclenché. Madison a plaidé coupable pour une accusation réduite, à savoir tentative de falsification, évitant ainsi le chef d'inculpation pour fraude, en échange d'une amende de restitution et de 18 mois de mise à l'épreuve, sans peine de prison. Reyes m'a expliqué que c'est souvent ainsi que se déroulent les affaires, lorsqu'il n'y a pas eu de transaction finalisée, mais seulement une tentative d'échouer à temps. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas été déçu par la légèreté de la peine, mais Denise m'a rappelé une chose à laquelle je me suis accroché depuis, tu n'avais pas besoin d'une peine maximale, Eleanor. Tu avais besoin que la vérité soit officiellement reconnue, et tu avais besoin que ton fils soit à l'abri. C'est
2 objectifs ont été atteints. J'ai finalisé le transfert de propriété au nom de Connor, 2 semaines après le prononcé de l'annulation. Uniquement son nom, cette fois-ci, enregistré dans les règles, et déposé au bureau du greffe du comté par un mardi gris de mars, loin de toute la cérémonie que j'avais initialement imaginée. Denise lui a remis les documents dans son cabinet, et il a lu chaque ligne à 2 reprises, avant de signer, ce qui m'a indiqué que quelque chose avait changé en lui de façon permanente, et pas totalement pour le pire. 1 an a passé maintenant. Connor se rend à la maison du lac presque tous les week-ends, ces temps-ci. Il a remplacé le ponton lui-même, l'été dernier. Il a fait ses recherches, acheté le bois, et passé 3 week-ends là-bas, équipé d'un niveau et d'une perceuse, exactement comme l'aurait fait son père. Il m'a envoyé une photo lorsqu'il a eu fini. Il se tenait à l'extrémité du ponton, les jambes de son jean retroussées, souriant comme il le faisait lorsqu'il était enfant. Il fréquente quelqu'un aujourd'hui, une femme prénommée Priya, qui travaille comme ergothérapeute pédiatrique. À 3 occasions différentes, elle m'a confié, spontanément, qu'elle trouvait que je préparais le meilleur rôti de bœuf qu'elle ait jamais goûté. Je l'apprécie. Plus important encore, j'ai confiance dans la manière dont Connor parle d'elle. Pas d'urgence, pas de précipitation inutile, simplement 2 personnes apprenant à se connaître, lentement, et avec soin. De mon côté, je travaille toujours à Riverside Memorial, à raison de 3 gardes par semaine. Principalement par choix désormais, plutôt que par nécessité financière. Le mois dernier, Connor m'a invité à passer le week-end à Cedar Hollow, juste tous les 2. Sans Priya, sans programme précis, comme à l'époque où il était petit, où nous n'étions que tous les 2 face aux épreuves de la vie. Nous sommes assis sur le nouveau ponton au crépuscule, les pieds plongés dans une eau assez froide pour vous couper le souffle, et il m'a dit, tout à coup, qu'il avait enfin supprimé les dernières photos du mariage de son téléphone. Non pas par colère, m'a-t-il expliqué, mais simplement parce qu'il n'en avait plus besoin. Il n'avait plus besoin de se prouver que cette journée avait bel et bien existé. Je n'arrête pas de penser à cette histoire de sécurité incendie. A-t-il dit, en fixant l'eau du lac. Comme cela paraît stupide aujourd'hui. Un risque d'incendie. C'est comme ça qu'elle t'a appelé. Il a secoué la tête. J'aurais dû partir sur le champ, là, sous la pluie. Tu es parti quand cela comptait vraiment, lui ai-je répondu. C'est la seule chose dont je me souvienne. Il n'a rien répliqué à cela. Il a simplement tendu le bras, et m'a serré la main, de la même manière qu'il le faisait à l'âge de 9 ans, lorsqu'il avait peur du noir sur ce même ponton, en attendant que son père finisse de verrouiller le chalet. Certains gestes ne vieillissent pas, ils reviennent simplement quand on en a besoin. Parfois, durant les heures paisibles entre 2 et 4 heures du matin, lors de mes gardes à l'hôpital, je repense encore à cette chaise pliante. À côté d'ébène, à la pluie qui coulait sous mon col, et à la façon dont Madison avait levé son verre de champagne vers moi, à travers la vitre. Comme s'il s'agissait d'une plaisanterie que je devais trouver drôle, moi aussi. Elle me voulait hors de vue ce soir-là, pour que personne ne remarque ce qu'elle essayait d'obtenir. Au lieu de cela, je suis parti sous la pluie, emportant avec moi la seule chose qu'elle convoitait le plus. En tentant de me la dérober. Elle a révélé à mon fils sa véritable nature, après 6 semaines de mariage. Seulement plutôt que 6 ans, avant qu'il n'ait construit toute une vie autour d'elle, une vie dont il aurait été tellement plus difficile de s'extirper. J'y pense parfois, au fait que cette humiliation ait fini par être ce qui l'a sauvé. Je n'aurais pas voulu que cela se passe ainsi. J'aurais préféré une place à la table 14, et une fin heureuse qui n'aurait pas nécessité une enquêtrice privée, un expert en documents, et 2 hommes dans d'autres États, ayant appris la leçon à leurs dépens bien avant nous. Mais je n'ai pas eu le choix. J'ai seulement eu le pouvoir de choisir ce que je ferai ensuite. J'ai choisi de continuer à avancer, l'enveloppe à la main,
pour sortir de la pluie, et aller vers la vérité. Connor sait maintenant que certains héritages n'ont absolument rien à voir avec des biens matériels. La maison du lac n'a jamais été le véritable cadeau. Le véritable cadeau a été de lui montrer, enfin, à l'âge de 29 ans, à quoi ressemble exactement l'amour de quelqu'un de prêt à rester sous la pluie. Simplement pour vous laisser voir la vérité par vous-même. Il a reconstruit ce ponton avec les outils de son père, les mêmes que j'avais gardés propres, et bien huilés dans le garage pendant 20 ans, en attendant que quelqu'un en ait à nouveau besoin. Certaines choses, en fin de compte, méritent que l'on sache attendre.